Monsieur Christian Leroy, vous êtes président de la communauté de communes du Pays de l'Indre, j'espère que je l'ai bien prononcé. Monsieur Sébastien Leroy, vous êtes maire. Alors, on part à l'autre bout de la France, de Mandelieu, la Napoule, et vous êtes coprésident de la mission prévention des risques de l'Association des maires de France, qui accomplit un grand travail. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir le CEREMA, que chacun connaît ici, parce qu'on parle régulièrement de vous au Sénat. Donc, vous êtes membre donc, de ce centre d'études et d'expertise des risques sur l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Voilà. Et monsieur Didier Fège, vous êtes responsable du groupe O, au pluriel, EAUX, c'est pas O, risque et résilience. C'est bien ça. Et monsieur Stéphane Couder, vous êtes directeur territorial des Hauts-de-France au CEREMA. Donc, mes chers collègues, je serai bref. Vous savez que 2/3 des communes françaises sont concernées par au moins un risque naturel, ce qui n'est pas rien. Et nous savons que le risque d'inondation est prépondérant, soit de manière structurelle, soit de manière, on va dire, nouvelle, avec les risques climatiques que nous connaissons. Et nos pensées vont aux habitants, mais aussi à tous les élus et tous les personnels qui se sont mobilisés dans les Deux-Sèvres, le Pas-de-Calais et la Gironde, parce que ce qui était un phénomène exceptionnel devient aujourd'hui un phénomène récurrent, avec une occurrence qui est préoccupante et qui n'est pas sans poser de problème, parce qu'il y a la gestion, la prévention, il y a l'intervention en matière de crise, mais il y a aussi les questions d'après, puisqu'il y a l'impact économique qui est conséquent. On peut même parler de sinistres parfois pour des territoires. Et puis la question du modèle de développement, naturellement, qui nous interroge. Donc le maire, qui est l'homme omnicompétent, dans lequel on a une confiance absolue, enfin au début, quand l'État parle de lui, puisqu'il a une autorité de police générale, donc on sait bien que c'est lui qui, en termes de prévention, en termes de gestion, il a cette fonction, c'est la loi qui le dit, il est chargé du soin de prévenir, et alors ce qui est extraordinaire, de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux, rien que ça. Et donc on sait bien qu'il suffit d'un arrêté du maire pour que la pluie cesse et que le bonheur revienne. Donc voilà, notre table ronde veut s'intéresser à la manière dont les élus exercent cette compétence, et nous voulons mettre en exergue les bonnes pratiques. Et la semaine prochaine, nous allons au Sénat discuter du statut de l'élu, et nous allons d'ailleurs prendre une disposition, enfin elle a été adoptée par la commission des lois, pour faciliter les autorisations d'absence des élus responsables, donc maires et exécutifs, pendant une calamité, parce que c'est toujours délicat d'aller négocier une autorisation d'absence quand parfois, alors c'était le cas en Bretagne, vous n'avez même plus de téléphone pour appeler les pompiers. Voilà, et donc il s'agit, in fine, pour nous, de nourrir le débat et d'alimenter les réflexions législatives. Donc je ne serai pas plus longue, et je salue notre collègue Hervé Gillet, qui est membre du bureau de notre délégation, sénateur de la Gironde. Donc voilà, il a eu l'occasion, j'ose dire, d'expérimenter des fléaux. Il est rapporteur d'une mission d'information sur la gestion durable de l'eau. Il a souhaité s'exprimer sur le sujet sur lequel il a beaucoup travaillé. Donc je propose de laisser la parole à Hervé Gillet, de vous entendre et de permettre un échange. Alors ici, l'exercice est effrayant, puisqu'on ne fait peur à personne, mais c'est juste l'heure qui nous contraint et qui est notre plus grand fléau, parce qu'on doit tenir questions et réponses dans ce temps qui est lisse de 11h50, et j'ai la responsabilité d'exercer ce travail et cette mission impitoyable du temps. Merci en tout cas. Hervé. Merci Madame la Présidente, chère Françoise, notamment de me permettre de m'exprimer effectivement sur un sujet sur lequel j'essaye d'approfondir à la fois le travail et les propositions. Donc nous avons eu une mission d'information sur la gestion durable de l'eau, mais au-delà de cela, on a donc entamé aussi au niveau de la DCT une démarche donc, pour lancer une mission d'information sur la GEMA,
la partie PI étant aussi travaillée par d'autres collègues au niveau de 2 commissions, mais je me suis rapproché aussi d'eux, parce que quand on parle de GEMA, il faut aussi parler un peu de PI, c'est souvent lié, et on verra comment on s'articule au mieux en fonction de ces travaux, pour vous dire qu'on est aussi au cœur de l'actualité parlementaire sur ces sujets. Alors, on voit bien qu'au niveau des événements, la multiplicité des inondations nous interpelle particulièrement. Et donc, il faut évaluer aujourd'hui les marges de manœuvre et parfois aussi les impasses et les mettre véritablement sur la table aujourd'hui concernant ces sujets. Et donc, comme je vous l'indiquais avec notamment aussi Rémi Pointreau sur cette mission d'information sur la gestion de l'eau, on a essayé de dégager une mission d'information sur une ligne de crête en termes de partage aussi politique, et c'est souvent une marque de fabrique au niveau du Sénat d'avoir des travaux qui sont aussi assez partagés en termes de propositions. Le risque inondation est de plus en plus sévère aujourd'hui. On peut estimer qu'il touche un peu plus de 17 millions de personnes, donc c'est un chiffre quand même important, et les risques s'accentuent aujourd'hui. Et quand on y regarde, et c'est un aspect important, Madame la Présidente, on sait très bien qu'aujourd'hui, ces politiques s'évaluent de plus en plus sur le rapport du coût et du bénéfice. Et donc, il faudra y revenir dans la discussion. Et on voit que sur les secteurs, globalement, c'est 1 emploi sur 3 qui pourrait être menacé par ces enjeux. Donc, c'est particulièrement important. Bien sûr, en première ligne, on a aujourd'hui les fameux PAPI, les programmes d'action et de prévention contre les inondations. Et je suis référent du PAPI Sud-Gironde. Et pour vous dire que, et pour l'illustrer, on est quand même sur des parcours longs, difficiles, complexes, avec parfois des cahiers des charges qui évoluent en permanence. Et nous sommes aujourd'hui sur le Sud-Gironde sur un programme d'études préalables au PAPI. On va enfin rentrer effectivement dans le dur, mais qui nous questionne aujourd'hui avec, bien sûr, la notion de qualification de la zone de référence et de protection, comment on mobilise au mieux les fonds Barnier avec les interrogations qu'il y a derrière, et notamment les interrogations par rapport à un ensemble de territoires où ce que j'appelle, moi, on a des enjeux majeurs. Parce qu'il y a de grandes différenciations quand on est sur des petits chevelus avec des enjeux qui sont là, mais certes relatifs, et des territoires où il y a des enjeux majeurs, qu'ils soient des fleuves ou autres. On a des impacts qui sont considérables, voire quand on y regarde au niveau du Pas-de-Calais. Ce sont des enjeux majeurs. Et comment nos politiques publiques aujourd'hui peuvent faire face à ce type d'enjeux majeurs? Si j'y regarde d'un peu plus près au niveau de la Gironde et par exemple au niveau du Lot-et-Garonne, au niveau du Marmandais, eh bien, ils ne peuvent pas. La prévention et la protection des inondations sur le Marmandais, sur le Val-de-Garonne, n'est pas possible. Le PAPI s'est mis en place, mais quand on regarde les coûts, alors les coûts d'études sont déjà considérables, mais quand on regarde ensuite les coûts de rénovation, de réhabilitation des digues, de l'endiguement, etc., ce sont des coûts tels qu'aujourd'hui, même les fonds Barnier ne permettent pas aux collectivités de pouvoir ensuite apporter les financements complémentaires. Et donc, on a fait un programme d'action, des études qui ont coûté très cher, et d'un seul coup, on est au pied du mur parce qu'on n'arrive pas à trouver les solutions. Donc il y a 243 PAPI qui étaient recensés jusqu'à maintenant, et donc ces processus sont pertinents, mais sont quand même relativement lourds, et on doit s'interroger aujourd'hui sur quel type d'agilité devrait-on retrouver, quelles sont les propositions qu'on peut faire en la matière, est-ce qu'il n'y a pas aussi des niveaux d'assouplissement qui nous permettraient d'aller plus vite et plus fort. Et puis forcément, il faudra réinterroger aussi le modèle économique, notamment sur ces enjeux majeurs, où l'assiette intercommunale est insuffisante. Il faut dire les choses comme elles sont. Et si on n'a pas aujourd'hui une assiette de solidarité qui est plus large que l'interco, on aura beaucoup de mal à pouvoir faire face effectivement à ces enjeux. Avec un croisement, bien sûr, d'un certain nombre d'injonctions au travers des plans de gestion de risque d'inondation, les PGRI notamment, et puis se greffent aujourd'hui dans la politique de sécurité, les plans communaux de sauvegarde, les documents d'information communaux sur les risques majeurs, les DICRIM, bien sûr, et puis tout ça, ces articulations avec les sages et sur l'approche aussi territoriale. Et on pourrait dire même qu'au niveau des SCOT, il pourrait peut-être y avoir aujourd'hui aussi une pertinence à avoir une forme d'intégration justement de ces politiques, tant l'aménagement urbain et que les politiques d'urbanisme peuvent influencer d'une manière conséquente sur la gestion des risques, et on le voit plus particulièrement aujourd'hui sur le Pas-de-Calais. Donc il y a un certain nombre d'injonctions
contradictoires qu'il faut aujourd'hui discuter et mettre sur la table avec ces questions du financement, puisque au mieux, on peut aller jusqu'à 40%, parfois 50%, mais c'est vraiment à caractère exceptionnel. Et donc, les montants qui restent à charge sont quand même particulièrement élevés aujourd'hui. Et c'est bien aussi ces interrogations qu'il faut poser avec vous. Voilà, Madame la Présidente, les propos introductifs que je souhaitais faire et vous dire tout l'intérêt. Je crois qu'on est nombreux à être très attentifs aujourd'hui, à la fois au niveau d'analyse, d'implication que vous pouvez avoir et au niveau des propositions que vous pouvez faire, parce qu'on voit bien qu'à notre niveau, au niveau du Sénat, et dans une démarche, je pense, assez partagée, c'est à nous aussi de regarder comment on peut vous accompagner au mieux. Voilà, merci beaucoup. Merci Hervé pour le travail accompli et l'engagement sur ce sujet et ton intervention de ce matin. Donc messieurs, je propose de vous donner la parole. Alors voilà, dans un ordre qui est pas meilleur que l'autre, voilà. Et alors alphabétiquement, ça va être très dur. Là, deux messieurs Leroy. Alors, Christian, de toute façon, viendra avant, si je dois avoir recours au prénom. Donc, monsieur le président, et vous représentez ici Intercommunalité de France. Absolument. Je vous en prie, monsieur le président. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, pour votre invitation. Donc, je suis effectivement Christian Leroy, maire d'Écueil, un charmant village situé dans le Pas-de-Calais. Charmant quand il n'est pas inondé. Il ne l'est plus, fort heureusement. Mais également président de la communauté de communes du Pays de l'Imbre, 36 communes, 25 000 habitants, donc un territoire éminemment rural. 31 communes qui ont fait l'objet d'un arrêté catastrophe naturelle, donc ça vous donne un petit peu l'ampleur du phénomène chez nous. Tout le Pas-de-Calais n'a pas été inondé, je tiens à le préciser, parce qu'on a aussi une question d'image, et on s'interroge beaucoup sur l'image qui peut rejaillir à l'échelle nationale vis-à-vis de la situation de notre département. C'est un tiers du département qui est inondé, quand même, c'est beaucoup d'habitations, mais tout le Pas-de-Calais n'est pas inondé. Et la question de la reconstruction de l'image aussi est une question importante et à laquelle on doit se pencher très vite dans les semaines et les mois qui arrivent. Je vais juste faire un petit rappel historique, si vous le permettez, en quelques secondes, quelques minutes, parce que je sais que le temps est imparti et... je vais principalement m'atteler à évoquer la situation de la A. Le Pays de l'Imbre est sur 3 cours d'eau, la M, la A et la Lys. Tous ont fait l'objet d'inondations vraiment importantes. La A, historiquement, on a plus de données chiffrées sur la A, donc je vais m'attacher à vous faire un rappel historique sur la A, en sachant que ce que j'exprime sur la A est sensiblement équivalent sur la Liane, sur la Canche, sur l'ensemble des cours d'eau qui ont été impactés sur le grand ouest du Pas-de-Calais. En 2002, on a subi déjà une crue importante, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, avec un phénomène pluviométrique qu'on évalue à peu près à une période de retour 50 ans. C'était 50 millions de mètres cubes d'eau qui sont abattus sur le bassin versant que représente le Pays de l'Imbre et son voisin, le Pays de Saint-Omer, donc l'amont de la A. Et on a eu à peu près 700 habitations qui ont été touchées suite à cette inondation. Face à ce phénomène, évidemment, les territoires se sont mobilisés. On a créé un syndicat mixte d'aménagement et de gestion de l'AA, qui s'est mis en place assez rapidement. Et ensuite, qui a construit, qui a travaillé, qui a fait de la prévention pendant la vingtaine d'années qui s'est écoulée, avec opiniâtreté, parce que j'entendais le sénateur Gillet, et c'est vrai que construire des ouvrages de zones d'expansion de crues, de barrages, ça coûte très cher. Il faut aussi acquérir les terrains, ce n'est pas forcément une chose facile. Et quand je dis opiniâtreté, c'est un travail de pratiquement 10 ans pour arriver à construire des ouvrages qui ont une capacité de rétention de 640 000 mètres cubes. Donc 640 000 mètres cubes, ça peut paraître peu par rapport aux 55 millions de mètres cubes que j'ai évoqués, mais c'est quand même beaucoup. Ça permettait en tout cas de diminuer la ligne d'eau à l'aval et de finalement éviter le phénomène d'inondation pour ces 700 maisons, en tout cas pour la plupart d'entre elles. On pensait être relativement armé contre tout nouveau phénomène d'inondation, mais on sait bien qu'en matière hydraulique, le risque zéro n'existe pas, et on l'avait répété à l'époque. Ça s'est malheureusement revérifié en novembre 2023. Et là, pour le coup, c'était 90 millions de mètres cubes d'eau qui sont tombés sur une période à peu près similaire sur le territoire. Ce qui a engendré des phénomènes vraiment hors normes. On est passé de 700 maisons impactées à plus de 2000 maisons impactées. Donc des situations complexes, des situations de relogement. Puisque, on l'a évoqué tout à l'heure en aparté, mais on est sur une situation d'inondation au long cours, c'est-à-dire que le Pas-de-Calais, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a du relief, donc il y a des eaux qui sont arrivées de l'amont très vite et qui sont arrivées dans une zone de polder qui, par définition, est beaucoup plus basse et beaucoup plus difficile à évacuer.
Et donc on a eu effectivement un temps long d'inondation. Mais je dirais que globalement, tout le monde s'est mis à la tâche, et les habitants aussi. Tout le monde s'est mis à reconstruire, et on a mobilisé les assurances. C'était un travail important à tous les échelons, et au plus haut échelon de l'État, il a fallu mobiliser les experts, puis les assurances. Ça n'est pas terminé. Et donc on était parti dans une logique de reconstruction, sauf qu'en janvier 2024, un deuxième événement s'est produit. Cette fois, c'est 55 millions de mètres cubes qui sont tombés, donc sensiblement équivalent à la pluie de 2002, mais avec des sols totalement saturés. Ce qui a provoqué en fait des phénomènes d'inondation au moins aussi importants, voire plus importants que la crue de novembre 2023. À nouveau des impacts terribles, puisque des gens qui avaient reconstruit, qui avaient réhabilité, qui étaient en cours de travaux, se sont trouvés inondés une deuxième fois. Et là, on s'est trouvé face à une situation de fatalisme, puis de colère, mais en tout cas une situation vraiment difficile à gérer. Un impact important aussi pour le monde agricole, puisqu'il y a un certain nombre de cultures qui sont aujourd'hui perdues et qui ne pourront pas être comment dirais-je, recultivées avant l'été, puisque les sols sont complètement gorgés d'eau. Et un certain nombre d'agriculteurs me disent qu'ils n'auront pas la capacité à intervenir sur leur terrain, lié aussi aux remontées de nappes, autre phénomène qu'on rencontre. Ils n'ont pas la capacité à intervenir sur leur terrain au mieux avant l'été. Donc c'est aussi une récolte perdue, donc c'est un peu la double peine. Des industriels aussi qui sont fortement impactés. J'avais une réunion avec un certain nombre d'entre eux hier soir. Industrie papetière très présente sur le territoire, évidemment le long des cours d'eau, qui a été inondé. Ils ont été inondés à l'arrêt un certain temps. Des postes sources électriques qui ont été arrêtés aussi et qui ont eu forcément un impact non seulement sur l'industrie, mais aussi sur l'habitat, puisqu'il n'y avait plus d'électricité sur une partie du territoire. Donc là, c'est double, voire triple peine, parce que tout s'arrête quand on n'a plus d'électricité. Des commerces et des artisans qui ont été aussi impactés très fortement. Et donc, une situation assez complexe à gérer. Aujourd'hui, je dois dire que cette question du changement climatique, j'étais toujours très sensible, et je suis toujours évidemment à cette question du changement climatique. On pensait qu'on avait un peu de temps devant nous, en fait, pour s'adapter, puisque je crois que ce sera le maître mot, s'adapter. Et on constate finalement qu'on est vraiment au cœur du changement climatique. Vous l'avez évoqué en préambule. Et je crois que oui, il faut vraiment qu'on soit en capacité de s'adapter et de travailler très vite sur cette question-là, sans doute plus vite qu'on ne l'avait prévu. Ça, c'était un premier point. Autre aspect, c'est qu'on a eu une vraie mobilisation générale de tous les acteurs. Très sincèrement, l'État, la région, le département, les intercommunalités évidemment, et les communes, tout le monde était sur le front, tout le monde a mis en œuvre un certain nombre d'outils, de réponses auprès des habitants, auprès de l'ensemble des acteurs du territoire. Ça n'a pas été assez vite pour les habitants, ça ne va pas assez vite pour les habitants. Il y a ce sentiment que j'évoquais d'abandon, et il faut aller très vite sans doute pour répondre à ces problématiques. Mais vraiment, tout le monde s'est mis en ordre de marche. Et je crois que ce qu'on constate encore dans les temps d'échange qu'on a avec les uns les autres ces derniers temps, c'est des réunions qui sont quasi quotidiennes sur le sujet, c'est qu'il y a vraiment un besoin de coordination importante pour faire en sorte que finalement ce qu'on amène à un endroit soit vraiment compris par les habitants, qu'il y a un vrai travail aussi de pédagogie. On a aujourd'hui un gros débat sur le territoire sur le curage. Il y a une information qui passe qui dit que le curage va tout régler. Je pense que la plupart des personnes concernées savent que ça ne réglera pas tout, mais c'est ce qu'on entend partout. Et donc il y a un vrai travail de pédagogie aussi à mener sur le fait que il y a de multiples solutions à mettre en œuvre et que ce n'est pas la seule solution du curage qui pourra répondre à notre problématique. Oui, donc l'autre constat, c'est qu'effectivement, il faut expliquer, coordonner et répondre à l'impatience de nos habitants. On arrive maintenant dans l'après, puisque j'espère qu'on a passé ce phénomène d'inondation, bien que début de semaine, on a encore eu 30 mm d'eau, ce qui a vraiment créé de l'anxiété au sein de nos habitants, parce que tout de suite, les cours d'eau réagissent. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut qualifier on parle beaucoup d'éco-anxiété. Chez nous, c'est la pluvio-anxiété qui se met en place, parce que la moindre goutte d'eau crée un stress terrible auprès de nos habitants, nos salariés également, parce que quand ils sont au travail et qu'on leur annonce qu'il va y avoir 30 mm d'eau qui va tomber sur le territoire, ils ne peuvent plus se concentrer sur leur boulot, ils pensent à leur maison, et c'est légitime. Et donc c'est un vrai sujet aussi, cette question de l'éco-anxiété. L'impact psychologique, je pense, est énorme, et on ne le mesure pas encore complètement, évidemment. Et on mettra sans doute du temps à le mesurer. Mais il faudra vraiment qu'on soit présent aussi pour accompagner les gens. Je crois qu'il faut qu'on fasse du cousu humain. Dans les premières mesures qui ont été prises sur le territoire, mais sans doute la première, c'est de pouvoir essayer de répondre à l'urgence et aux attentes des habitants. Et sans doute que l'une des premières attentes, c'est d'adapter le logement.
les questions des bâtards d'eau voilà, qui se posent en premier lieu. Les gens ont besoin d'être rassurés, c'est légitime, c'est normal, c'est humain. Et donc la question des bâtards d'eau est un sujet dont on parle tous les jours, mais qui ne se met pas en place d'un claquement de doigts. Et c'est toute la difficulté aussi. Il faut faire du diagnostic. On n'a pas assez de diagnostiqueurs sur le terrain, donc il faut aller chercher des diagnostiqueurs. Quand on parle de plusieurs milliers de maisons, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc il faut vraiment une organisation très forte. La pédagogie, j'ai évoqué ce sujet-là. On faisait un travail de prévention et de mémoire du risque déjà avant, suite à la crue de 2002, mais ce travail doit encore être mené et sans doute un peu plus fort, parce qu'on sait qu'on a tous une capacité d'oubli qui est très forte en matière de risques météorologiques au sens large et de risques tout court d'ailleurs. Et donc il y a vraiment un travail à faire aussi sur la mémoire du risque. Sur l'après, on s'interroge beaucoup dès à présent sur le comment se protéger, parce que compte tenu de l'événement qu'on a vécu, qui était lors d'une période de retour 180 à 200 ans en termes d'occurrence, on a eu un événement de ce type-là selon les archives en 1894, similaire. Donc on peut dire que ça existait déjà, on peut dire que ce n'est pas le changement climatique, mais le vrai changement, c'est l'occurrence en fait. C'est-à-dire qu'on a eu 2 événements en l'espace de quelques semaines qui démontrent quand même qu'on est bien dans une question de changement climatique. Donc l'après, c'est aussi se préparer. Et je pense qu'on a un outil qui n'existait pas chez nous et qu'on va mettre en œuvre très vite, c'est le PIX, le plan intercommunal de sauvegarde. Parce qu'on a bien vu que certaines communes, finalement, qui n'étaient pas touchées, voulaient aider celles qui l'étaient, étaient un peu désarmées sur la façon de répondre, finalement, à cette problématique qui était celle des communes inondées. Et donc un PIX qui concernera aussi l'industrie, puisque j'évoquais le sentiment d'abandon des habitants. Les industriels, eux, ont considéré qu'il y avait eu un manque de prévention. C'est-à-dire qu'ils auraient aimé avoir plus d'informations sur la façon dont les choses étaient gérées, etc. Donc je pense qu'il y a ces aspects-là qui vont être à intégrer. Ce ne sera pas le seul risque, évidemment, à intégrer, mais c'en est un. Une question aussi sur l'après, c'est celle de l'urbanisation. C'est-à-dire que, évidemment, alors je ne vais pas reparler du ZAN, parce que je crois que ce n'est pas utile, mais il y a un vrai sujet de l'urbanisation qui est sur la table, parce que des communes qui se construisent le long des cours d'eau, c'est un principe souvent de base, et les zones constructibles sont souvent au cœur des communes. Et donc là, la première réaction d'un certain nombre d'élus qui ont été complètement inondés, des maisons qui potentiellement vont être rachetées dans le cadre du fonds Barnier, et tant mieux si ce dispositif a été mis en place. Mais ça veut dire moins d'habitations sur les communes, ça veut dire une baisse du nombre d'habitants, ça veut dire plein de conséquences derrière. Donc il y a un vrai sujet aussi en matière d'urbanisme. J'ai évoqué la question de l'image du territoire. Je ne sais pas quelle image vous avez du Pas-de-Calais, mais je pense que la plupart d'entre vous, très bonne, bon, tant mieux. J'ai la même de la Bretagne, Madame la Présidente. Mais en tout cas, on sait qu'on a un vrai travail de reconstruction à faire en termes d'image, et on y travaille déjà avec nos offices de tourisme, parce que le Pas-de-Calais était sur une vraie dynamique touristique, et on tient à garder cette dynamique. Et puis, le sénateur Gillet a évoqué la question de la GEMAPI. Là, c'est plus une réflexion personnelle, mais je pense qu'effectivement, la GEMAPI est sans doute une taxe pertinente, mais elle n'est pas appliquée au bon échelon. Et c'est ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'il manque un volet solidarité nationale dans cette taxe, puisque aujourd'hui, la reconstruction des ouvrages qui s'annoncent devant nous, en sachant qu'on n'est pas sûr complètement d'avoir la bonne réponse en construisant des ouvrages, mais elle coûtera forcément très cher. Et là aussi, l'Interco, le Pays de l'Indre que je représente, n'aura pas la capacité à financer l'ensemble de ces ouvrages, compte tenu des enjeux qui sont les nôtres. Donc ça, c'est un vrai sujet de réflexion que je pose dans cette enceinte, parce que quand je partage ça avec un certain nombre d'élus, tous se sentent sont sur la même ligne de départ, en disant qu'effectivement, la GEMAPI est sans doute un outil utile, essentiel, mais avec un volet solidarité qui manque complètement dans son application. Voilà, en quelques mots. Je suis désolé, j'ai peut-être pris un peu trop de temps, mais... Non, je vous en prie, Monsieur le Président, parce que vous l'avez très bien dit, c'est un écosystème de préoccupation et d'impact. Et notamment, je pense beaucoup à cette éco-anxiété, avec ses effets induits pour l'économie. Quand un salarié il est préoccupé par ce qui lui arrive chez lui, voilà, et cette peur de l'avenir et cette crainte, et ça c'est quelque chose auquel on ne peut être que très sensible. Et j'apprécie ce que vous dites sur l'image de votre département. Au Sénat, je vous le dis vraiment, hein, voilà, elle est excellente. Il y a vraiment, je trouve, une image très positive et touristique de ce département qui a été conquise. Et je comprends, voilà, cette envie de retrouver une image positive et de donner envie aux gens de venir. Parce que le pire,
c'est que les gens de l'extérieur gardent une image qui est une image triste et douloureuse et qui n'est pas envie, voilà, parce que ça aidera aussi l'économie à repartir et ça redonnera aux gens de l'envie, de la fierté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire de Mandelieu, la Napoule, grâce à vous, nous voyageons du nord au sud. Je vous en remercie. Partons à l'autre bout de la France. C'est un bonheur, voilà. Mais vous savez que le Sénat, c'est la France dans la diversité de ses territoires. Exactement. Voilà, donc vous êtes coprésident de la mission prévention des risques de l'AMF et au travers de vos présences à tous les deux, on voit bien l'engagement des associations d'élus sur des sujets qui sont un peu nouveaux, en tout cas dans leur puissance et dans leurs risques. Merci à vous, Monsieur Leroy, Monsieur le maire. Merci Madame la Présidente. Donc je suis effectivement le maire de la ville de Mandelieu, qui a été dévastée par 3 inondations majeures en 4 ans et par de puissants incendies. Et je suis également coprésident donc, du groupe risque de l'AMF avec Éric Ménassi, le maire de Trèbes. Ce groupe a été institué à la demande de David Lisnard il y a maintenant bientôt 2 ans, dans un objectif clair, c'est-à-dire faire le tour de France de nos collègues, pour mesurer avec eux l'état du terrain, leur niveau de sensibilisation, les blocages et moyens d'action dont ils disposent et les problématiques et solutions que nous pourrions apporter pour que la situation évolue. Aujourd'hui, vous le disiez avec grande justesse, nous sommes dans une situation particulièrement grave. Les événements climatiques se multiplient, leur intensité monte très sensiblement en puissance et nous sommes certains aujourd'hui d'une chose, c'est que cette courbe va s'accentuer. Donc nous allons affronter des événements de plus en plus dévastateurs, de plus en plus imprévisibles, et des territoires qui n'ont jamais été frappés vont l'être, par des risques aujourd'hui qu'ils ne soupçonnent probablement même pas, et ceux qui ont été dévastés le seront davantage. Face à cela, un constat aujourd'hui est clair, dans tous les territoires, c'est que l'état du droit français est totalement déconnecté de cette réalité, et aujourd'hui n'est pas en capacité de relever ce défi. Non seulement par sa complexité, par sa contradiction en termes de normes, de réglementation et de lois, et par la dispersion de l'autorité entre les différents acteurs de l'État. Cette alchimie met le maire, qui est au centre de la gestion de crise, dans une situation inextricable. Parce qu'il doit à la fois sensibiliser ses habitants sur des risques dont il n'a parfois pas la connaissance précise. Il doit gérer des crises avec des moyens qui malheureusement ne sont pas adaptés et il doit ensuite préparer son territoire à affronter les crises suivantes et tout est fait pour empêtrer son action. Et ce constat, il est partagé par les maires des petits villages comme par celui des grandes métropoles. C'est-à-dire que malheureusement, ce constat que nous avons fait du nord au sud et de l'est à l'ouest, il est à la fois tiré de l'enseignement que nous sommes toujours dans la réaction et pas dans l'anticipation, que les efforts budgétaires qui sont débloqués le sont pour des réparations et que les crédits qui peuvent être alloués pour des modifications de transformation du territoire sur la résilience ne peuvent pas être mis en œuvre pour des questions de complexité, notamment de normes environnementales ou parfois même de contradictions entre différentes lois. Je vous donne un exemple qui est celui dont on parle actuellement beaucoup aujourd'hui. Des maires aujourd'hui qui sont soumis à des territoires impactés à plus de 80% sont également sanctionnés financièrement pour ne pas construire des logements sociaux avec la loi SRU. Et cet argent qui est pris dans leur budget, c'est autant de finances qui n'est pas disponible pour d'éventuels ouvrages quand ils auront le droit de les faire. Aujourd'hui, en moyenne, pour arriver à avoir les autorisations nécessaires pour, notamment dans les inondations, réaliser des ouvrages sur des cours d'eau, elles se comptent à peu près à la décennie. Entre les autorisations que vous devez avoir des différents services de l'État, les autorisations environnementales, les plans de validation des PAPI, qui vont être drastiquement complexifiés également par l'obligation qui a été donnée par l'Europe de faire des études environnementales préalables globales, qui voilà, va ralentir considérablement le process. Sur les contraintes de foncier, font qu'aujourd'hui, effectivement, l'action est très significativement paralysée. Et sur ce point que vous aviez souligné avec justesse, c'est que le maire est responsable de tout. Aujourd'hui, le maire est souvent dans une impasse.
Et il est important d'en prendre conscience sur cette déconnexion aujourd'hui du droit français avec la réalité, parce que tant qu'on n'aura pas réformé en profondeur cet état de fait, tant qu'on n'aura pas rétabli l'autorité du préfet au niveau local pour qu'il puisse, avec le maire, être dans une action libre et un contrôle, non pas a priori, mais a posteriori, dès qu'il y a urgence, notamment sur la vie humaine, la situation restera telle qu'elle et s'aggravera. Puisque les crises se succédant, aujourd'hui, quand nous arrivons à livrer des ouvrages, ils sont décorrélés des nouvelles exigences, des phénomènes, puisqu'ils évoluent plus vite que nous n'arrivons à nous protéger. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que cette table ronde est extrêmement importante dans cette dynamique d'échange. En tout cas, l'AMF, mais les maires de France attendent véritablement de vraies réponses du Sénat. Ils attendent aussi une mise à plat de toutes ces contradictions législatives qui sont malheureusement, il faut le reconnaître, beaucoup plus dictées parfois par la démagogie que par ce que nous devons affronter au quotidien. Et donc nous comptons sur vous, effectivement, pour que ces messages puissent remonter. Et il est important aujourd'hui de rendre aux collectivités la liberté et les moyens d'agir. Sinon, hélas, ceux qui ont vécu récemment le Pas-de-Calais, hier la Gironde, avant-hier le département des Alpes-Maritimes, se reproduira. On aura des réparations, mais on continuera à rester exposé. Et donc c'est en ça que nous essayons d'apporter des solutions, et en tout cas nous restons ouverts à tout échange qui irait dans ce sens. Beaucoup, Monsieur le maire, de votre confiance dans le Sénat et de la manière dont, en complément du président, vous nous permettez d'avoir un regard à 360 degrés sur le sujet. Il y a une constante dans votre propos, entre votre propos et ce que le Sénat ne cesse de dire, et ce que la crise sanitaire a montré, c'est l'impérieuse urgence et nécessité d'avoir, on va dire, un patron dans les territoires, qui est l'État, le préfet, qui doit avoir une autorité réelle sur l'ensemble des services connectés et qui, à un moment, doit être le coordonnateur de tout ça. Ce qui est vrai en situation de crise, ça saute aux yeux de tout le monde, on n'arrive pas en France à passer à ce stade-là. Et donc on se crée, vous l'avez dit, on est empêtré. Puisque tout ça, ça prend du temps, il y a parfois des rivalités, enfin c'est quelque chose de non-sens. Ensuite, vous l'avez dit, le deuxième point qui est récurrent, ce sont les délais pour obtenir des autorisations. Alors, on sait qu'il faut toujours faire des études avant, hein, voilà. Bon, alors quand vous me parlez d'études globales d'environnement, là ça me fait franchement peur quand on rajoute le mot global à études, parce que ça veut dire qu'à un moment, c'est sans fin, quoi. Quand est-ce qu'on aura atteint le strate, enfin le niveau du global? Donc là, on a un vrai sujet. Troisième point qui est très important, c'est la prévention. C'est-à-dire, on est toujours en réaction, mais aujourd'hui, on a bien identifié le risque climatique. On doit tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc, comment, à un moment, on fait une sorte je ne sais pas comment appeler ça. Alors, en France, on emploie beaucoup de mots de Grenelle pour plein de choses, quand l'affaire est sérieuse et que tout le monde doit être autour de la table. Mais là, si je puis dire, il y a le feu au lac, quoi. Il faut qu'il y ait vraiment une approche systémique de méthode et d'objectifs. Et dernier point, vous l'avez dit, c'est-à-dire quand on fait des normes, alors ici au Sénat, non seulement ça nous donne la migraine, mais c'est juste effrayant, quoi, parce que ça coûte et ça empêche. Et donc la norme, elle est toujours faite pour une bonne intention, sauf qu'on oublie de partir du service que vous, maire, vous avez à rendre, c'est-à-dire comment on traite la question des inondations, des incendies, des catastrophes, qu'est-ce qu'il faut faire et comment après on met de la norme qui est utile, voilà, mais qui en même temps prend compte des réalités. Enfin, moi, on est ravis de vous voir, mais en même temps, des fois, moi, je suis désespérée, quoi, parce que je me dis, on sait tous ce qu'il faut faire, on a tous le diagnostic et on est encore là en train de se parler, ce qui est formidable. Mais ce serait bien si on avait un peu agi, avancé. Bon, mais je ne désespère pas et je ne déprime pas. Je passe la parole au CEREMA et après à nos collègues. Monsieur Couder et Monsieur Fels, si je le fais dans l'ordre alphabétique. Oui, très bien. Je vous en prie. Merci en tout cas de nous donner l'occasion de présenter les travaux du CEREMA. Alors les risques, c'est le R de CEREMA. Donc effectivement, c'est l'un des sujets qui est parmi les missions
dès le début du CEREMA. Alors effectivement, le CEREMA, d'un point de vue chronologique, a d'abord travaillé sur les connaissances indispensables au phénomène. C'est ce que disait le sénateur Gillet. C'est vrai que ce sont des études complexes, coûteuses, multidisciplinaires, et qui en plus doivent parfois gérer des injonctions un peu contradictoires. Des fois, se protéger contre les inondations, ce n'est pas forcément compatible avec d'autres injonctions liées soit aux ânes, par exemple, ou soit à d'autres injonctions héritées du changement climatique. Donc c'est vrai que ça paraît forcément coûteux et long. C'est en même temps, on se dit il faut comprendre. Ceci étant, il existe déjà un corpus très très important d'études qui ne sont pas d'ailleurs que du fait du CEREMA, qui sont hérités aussi de partenariats très très nombreux depuis des années avec la DGPR bien sûr, avec l'univers des architectes, des urbanistes. Les esprits ont énormément évolué. On a maintenant ces trois façons d'agir, qui est de dire d'abord est-ce qu'on résiste, c'est plutôt les digues, les barrages, est-ce qu'on accepte de céder un peu et comment on s'adapte, notamment les habitations, les équipements, les industries, pour être capable d'obtenir ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire une réparation rapide des fonctions de tous les ouvrages, de tous les équipements qui sont atteints par les inondations. Et puis, de temps en temps, effectivement, il y a une tentation de dire on cède complètement, c'est-à-dire qu'on ouvre, qu'est-ce qu'il faut démolir. On a eu dans le Pas-de-Calais, notamment à Blandec, des habitants vraiment désespérés. Enfin, nous, on l'a vraiment ressenti très, très fort en Hauts-de-France, bien sûr, et tous les agents de la direction qui nous disent expropriez-nous. Et d'ailleurs, il y a un système qui s'est mis en place qui est sans doute pour ces habitants vraiment désespérés, une solution ça fait partie des solutions. Donc oui, il y a cette phase d'études. Je pense que toutes ces études, pour le CEREMA, les vit comme ayant quand même un objectif derrière, c'est de reconstituer, de fabriquer un aménagement durable et qui inclut le changement climatique avec ses incertitudes. Même petite parenthèse, si je dis, j'ai regardé un peu dans les ouvrages un peu scientifiques suite aux inondations du Pas-de-Calais, si les scientifiques disaient oui, il y a un lien entre ce qui se passe et le changement climatique, tout le monde est très prudent. Parce que, comme vous le disiez, Monsieur Leroy, il y a déjà eu des événements aussi importants qui correspondent aussi à des conjonctions avec des situations météorologiques qui dépassent largement le territoire métropolitain, y compris El Niño. Ceci étant, ce qui est quand même assez certain, c'est que ça ressemble très très fort à ce qui se passerait si les prédictions qui se confirment année après année venaient à se confirmer encore. Et ce qui est certain aussi, c'est que même si cet événement est destiné à ne pas être franchement dépassé en intensité, ce qui peut être douteux dans ce que disait monsieur Sébastien Leroy, le sénateur Sébastien Leroy, en tout cas, ça ressemble très fortement par l'accélération des fréquences qu'on observe à ce que pourrait être un changement climatique. Donc voilà, beaucoup de prudence de la part des scientifiques sur ce lien, parce que ce serait s'il n'était pas à démontrer, ce serait la meilleure façon de donner encore du grain à moudre à certains climato-sceptiques qui existent encore, malheureusement. Mais on voit bien que ça y ressemble quand même furieusement, quoi. Donc voilà, l'objectif, c'est quel aménagement durable on arrive à générer. Et je rejoins effectivement ce que vous disiez sur le fait qu'il est temps d'atterrir. À un moment où les maires qui se trouvent face à ces situations-là ont besoin d'avoir des réponses concrètes à leurs concitoyens. Alors c'est ce qu'on essaye de faire au CEREMA et de développer de plus en plus avec des outils du type boussole de la résilience qui cherchent vraiment à avoir une analyse multicritère sur les aspects techniques et scientifiques, mais aussi sur les aspects effectivement simplification administrative, comment est-ce qu'on peut localement adapter les règlements et des normes qui, même faites avec les bonnes intentions, comme vous le disiez, risquent finalement de gêner et de retarder les actions, mais aussi prévenir les riverains, les inciter à une prudence. Alors je sais que le terme de culture du risque est des fois un peu mis en doute parce qu'on connaît la courte mémoire de tout le monde, pas seulement des citoyens. On était lors d'une réunion avec une élue du Pas-de-Calais qui disait effectivement 15 jours après la décrue, je vais avoir des gens qui vont me proposer d'imperméabiliser encore d'autres surfaces. Alors à un niveau rural d'un territoire, pour que ça compte, il faut vraiment en imperméabiliser beaucoup. Quand on est dans des sites urbains, comme j'ai déjà eu l'occasion de traiter, là c'est décisif. Plus vous imperméabilisez, plus vous accélérez les eaux et plus vous avez d'inondations. C'est vraiment radical. Donc voilà, surtout nous, à l'intérieur de cet encouragement à quelque chose
que le CEREMA propose sous forme de cet outil de boussole de la résilience. Je crois que ce qui est très important, c'est quand même de passer le temps qu'il faut pour garder la mémoire de ces événements, les transmettre aux futurs acquéreurs, par exemple. Garder en tête que plus un événement est rare, parce que si on arrive à s'en protéger, on va raréfier l'événement, mais le jour où il se réalisera, ce sera d'autant plus grave qu'on a oublié le précédent. Donc vraiment, ce retour d'expérience, cette façon de garder la mémoire des événements, ça nous paraît très important. Et ce que je voulais conclure, peut-être plus personnellement pour le CEREMA, c'est un témoignage que je voulais vous apporter, et aussi un remerciement, si je peux me le permettre. Il faut que vous ayez conscience que vous avez au CEREMA des gens à qui vous avez donné un nouvel élan avec la loi 3DS et la transformation de l'établissement en un établissement partagé entre l'État et les collectivités, plus sain, puisque évidemment le CEREMA est présidé par une maire. Et ça, vraiment, je voulais témoigner que ça a vraiment radicalement modifié la façon qu'ont mes agents, mes collègues, de considérer le territoire, de se tourner vers lui. Il se trouve que, notamment en Hauts-de-France, on a affaire à des gens qui sont très engagés pour leur région. Je ne pense pas personnellement que l'image du Pas-de-Calais soit durablement affectée par cet événement. Il faut le régler vite. Il faut s'en protéger, mais j'ai vraiment des doutes là-dessus, si je peux me permettre. Mais vraiment, ça a énormément changé les choses. Et puis, il faut certainement travailler, comme vous le disiez, à mettre en œuvre de façon concrète cet équilibre entre la présence de l'État, qui est essentielle, bien entendu, et les travaux réalisés par les collectivités, pour lequel, pour les premières analyses qu'on a faites, personne n'a démérité. Tous les plans sont en place, les PPRI, les PAPI, tout est en place. Est-ce qu'il faut trouver un nouveau référent en termes de fréquence d'événements, comme on le disait? Peut-être. Et puis continuer à travailler avec tous les acteurs, comme ils le font déjà, mais de façon renforcée, face à des événements qui sont effectivement quand même très, très exceptionnels en termes de pluviométrie cette année. Voilà. Merci. Monsieur le directeur, alors je pense que les sénateurs que nous sommes extrêmement sensibles au rappel que vous faites de la position du Sénat dans le cadre de la loi 3DS sur le CEREMA. C'est-à-dire que, et je connais bien la présidente du CEREMA, et là aussi je veux vous remercier de la manière dont nous travaillons. Et il nous semblait évident que nos collectivités sur des sujets comme ça, qui nécessitent des expertises très pointues, très documentées en amont, ont besoin d'être accompagnés par le CEREMA, et le fait que les élus s'engagent aussi dans le CEREMA change la culture. Donc, merci à vous. Un point, on parlait tout à l'heure de la nécessité de coordination des acteurs, et vous l'avez dit, la coordination ne peut marcher que quand les gens se connaissent, quand ils se sont apprivoisés, quand ils ont travaillé ensemble sur le sujet. Parce que si soudainement vous donnez au préfet l'autorité nécessaire à coordonner des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé ensemble, l'affaire, elle ne marche pas. Donc cette manière de travailler de manière récurrente et régulière, sous forme de réseau, un peu, et la culture du risque, monsieur le directeur, quand la Constitution s'honore d'avoir un principe de précaution qui généralise en même temps la culture de la culpabilité du maire, il y a quand même matière à discuter un peu. Mais la culture du risque, la résilience, elle était, je crois, culturellement ancrée partout. Enfin, moi qui viens de Bretagne, quand je vais à Ouessant, je vois comment les maisons sont construites, quoi. Elles sont construites nulle part ailleurs, parce que à Ouessant, il y a du grand vent, il y a de la tempête, et les maisons, il faut qu'elles tiennent. C'est comme l'histoire des petits cochons, vous voyez. Voilà, pour les maisons, c'est à peu près ça. Et donc, on savait qu'on vivait et on prenait en compte le risque. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit sur le littoral, les gens veulent habiter les pieds dans l'eau, et en même temps, nos régions se développent, on a besoin, donc c'est très compliqué. Mais c'est réjouissant de voir comment voilà, vous travaillez ensemble, vous sensibilisez. Je pense que ces grands chocs nous serviront à être plus sages, sans manquer d'audace. Cher monsieur Feltz, donc vous êtes responsable du groupe Haut Risque et Résilience.
Oui. Félicitations, parce que c'est puissant, ça impressionne. Hein. Bah, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, je viens d'une belle région aussi, puisque je viens de Bordeaux, donc, où j'officie entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Donc je vais rebondir un peu sur tous les propos qui ont été évoqués, notamment qu'on est en fait dans une accélération en fait, de beaucoup de choses. Une accélération, effectivement, vous avez parlé du changement climatique, avec des évolutions et dans lesquelles en fait, les scientifiques et les techniciens essayent de répercuter en fait, les connaissances le mieux possible. Mais c'est un point important parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un cadre et on a beaucoup évolué en quelques années. Hein. Je pense que vous avez évoqué tous les outils qui existent, qui vont du papier au PCS, au DICRIM, qui sont vraiment des outils qui fonctionnent et qui ont évolué récemment et qui permettent vraiment que les territoires répondent à ces enjeux de risque. Mais effectivement, il y a des outils aussi comme le PPR, qui représente aussi aujourd'hui le dire de l'État sur la connaissance des risques, qui lui-même aussi permet aujourd'hui de faire des évolutions notoires, hein, parce qu'il y a un décret qui a été promulgué en 2019 qui permet aujourd'hui de repenser le territoire dans des espaces d'aménagement, qui est vraiment en fait quelque chose, je pense, de fondamental en fait pour l'avenir, c'est-à-dire que les territoires sont impactés. On a un changement climatique, on voit qu'on a des problématiques qui convergent sur ces territoires-là, et on est effectivement convaincu qu'il faut faire des aménagements qui prennent en compte ces risques, et qui prennent en compte ces risques, mais notamment aussi pour, ça a été évoqué par rapport aux ouvrages, tenir compte des évolutions futures. Donc dans ces outils réglementaires, aujourd'hui, je parle en tant que technicien, effectivement, on ne prend pas forcément en compte le changement climatique. On a évoqué en fait le dossier d'autorisation environnementale, qui est un sujet justement sur lequel en fait on demande aux acteurs du territoire de se projeter un peu dans le futur. Donc voilà, par rapport à ces outils-là. Et on parle également de bassin de risque. On a parlé de frontières, en fait, de solidarité. Et on réfléchit effectivement par rapport au territoire sur ces notions de bassin de risque qui dépassent en fait les limites communales, qui dépassent les limites des EPCI. Et ça, c'est un enjeu aussi d'avoir effectivement une bonne représentation sur ces territoires de ces risques, de ces aléas ou de ces phénomènes naturels, et de prendre en compte en fait ces évolutions. Du coup, sur des sujets en fait qui portent le CEREMA comme acteur effectivement un peu aux interfaces en fait des territoires, je pense qu'il y a des bons exemples qui existent en fait, qui sont inspirants. Je vais évoquer là les projets Amiter en fait, qui sont lancés par le ministère et qui visent justement à faire des territoires tests dans lesquels on vient réfléchir en fait à comment aménager le mieux par rapport à un risque. Donc il y a un certain nombre de territoires comme ça qui sont couverts par des PPA, donc des partenariats publics d'aménagement. Je pense au Grand Cahors, je pense aujourd'hui sur le territoire aussi du littoral basse, Saint-Jean-de-Luz, donc qui traitent des enjeux sous forme aussi d'expérimentation. Ça, c'est un point, je pense, aussi important pour les territoires, c'est d'être en capacité d'expérimenter effectivement des nouvelles façons d'appréhender sur ces territoires-là ce risque et ces changements climatiques. On a parlé de la résilience. C'est effectivement un sujet complètement qui est à la croisée un peu du groupe que je pilote. La résilience, c'est vraiment des trajectoires justement qui permettent, à travers des outils, donc la boussole de la résilience qui a été évoquée, de vraiment réfléchir avec le territoire à des situations d'évolution sur ces territoires-là et de repenser en fait des actions à mettre en place et vraiment de co-construire ces trajectoires, même si on ne maîtrise pas à l'instant T en fait toutes les solutions. Et ça, c'est un principe, je pense, dans lequel on doit naviguer aujourd'hui, ce principe d'incertitude, dans lequel effectivement ça ne doit pas nous empêcher d'agir, mais agir effectivement en fonction, j'allais dire, de ce qui se présente devant nous et dans un état de meilleure connaissance possible. Voilà en quelques mots peut-être, mais je pense qu'il y aura des questions après coup, mais un peu mon point de vue sur la situation. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je retiens deux choses qui sont aussi récurrentes au Sénat dans la manière dont l'État doit permettre aux collectivités de travailler pour atteindre les missions de service public, y compris dans les cas de catastrophe. Vous avez parlé de bassin de risque. Tout à l'heure, nous auditionnons le président du département qui disait autrement, il disait des territoires administratifs et des territoires vécus.
et que ce que vous dites est particulièrement vrai et juste, c'est-à-dire la catastrophe et le fléau ne se renseignent pas au préalable sur la carte administrative. Alors, pardonnez-moi de prendre un exemple breton. Quand il y a des inondations à Morlaix, n'est-ce pas, je regarde mon collègue breton, c'est pas forcément dû à des erreurs de la commune de Morlaix. C'est parce qu'en amont, dans des communes qui se trouvent en hauteur, on a beaucoup urbanisé. Et donc, en fait, la ville de Morlaix se retrouve dans une situation qui fait qu'elle est impactée par des décisions d'autres communes. Donc, ça montre bien qu'à chaque fois, il faut être à l'échelle de pertinence. Et cette notion de bassin de risque, moi, je l'aime beaucoup. C'est la première fois que je l'entends vraiment. Vous voyez, et donc, je trouve que c'est une culture qu'il faut aussi diffuser. C'est exactement ce que vous faites auprès des élus et des populations. Voilà, ça me paraît important. Puis, deuxième point, alors moi, qui me réjouit, vous parlez d'une chose dont ici au Sénat, comment dire, qu'on prône avec beaucoup de conviction, c'est l'expérimentation. Puisque là, vous avez parlé de tests. Et donc, nous pensons d'une manière générale qu'il faut tester et expérimenter des diagnostics, des process et la manière dont on va travailler. C'est particulièrement vrai dans le cas de catastrophes, mais c'est vrai d'une manière générale. Je prends souvent l'exemple des usines automobiles, de l'industrie automobile. Il ne viendrait à l'idée de personne de sortir des modèles grand public avant d'avoir fait des prototypes et d'avoir testé, expérimenté, validé, voir les incidences que ça peut avoir. Parce que la gestion d'un risque, si c'est mal fait, peut entraîner un autre risque. Voilà, donc vraiment, à l'issue de cette table ronde, nous aurons, voilà, pas une conclusion, mais en tout cas, nous relèverons cette analyse que vous faites de la manière de prévenir, de gérer et d'ancrer dans notre territoire et partout, quand je dis la culture de risque, c'est-à-dire le fait de vivre avec l'univers dans lequel on est, comme un marin quand il est en mer, voilà, il s'adapte. Donc vraiment, merci pour ces témoignages extrêmement importants. Alors, je me tourne vers Hervé, qui a peut-être des questions. Et Daniel Guéret, tu permets, voilà, Hervé, hein, cher Daniel, qui est aussi beaucoup sur ce sujet. Je te laisse te présenter et intervenir. Merci, Daniel. Madame la Présidente, chère Françoise, merci. Daniel Guéret, sénateur d'Eure-et-Loir. Est-ce que les adaptations du statut de l'élu local vous paraissent nécessaires pour mieux répondre aux crises? La délégation a récemment recommandé l'allègement des autorisations d'absence, par exemple. D'autres adaptations seraient-elles nécessaires? C'est une question qui est ouverte à d'autres questions qui pourraient suivre, mais ça me paraît essentiel de vous entendre. Merci. Monsieur le sénateur, je vous remercie de mettre effectivement ce sujet sur le devant. Le statut de l'élu local aujourd'hui a en effet besoin d'être repensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez naturellement les autorisations d'absence qui peuvent être un sujet si le maire ou ses adjoints sont salariés et que dans une crise, quand elle survient, c'est un travail 24 heures sur 24 qui peut durer parfois plusieurs semaines et qui est extrêmement éprouvant, et ça peut être source de conflit avec son employeur, c'est une certitude. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le statut de maire en tant que tel n'est là aussi pas vraiment adapté à la mission qui est maintenant la sienne. C'est-à-dire que le maire, aujourd'hui, en particulier s'il est sur un territoire à risque, est responsable personnellement et pénalement de tout ce qui peut arriver, y compris de ce qui n'est pas de son fait, et peut être poursuivi de manière extrêmement active. Et cette réalité s'étend également à des concepts jurisprudentiels qui ont échappé là aussi à tout contrôle. Je pense notamment à la prise illégale d'intérêt, qui aujourd'hui vous font condamner parce que vous êtes élu, même si vous n'avez rien pris, vous n'avez rien fait d'illégal. Et malheureusement, cela pèse fortement. On a le cas dans mon département d'une maire qui vient qui est passée en correctionnel pour un manquement à l'application de son plan de sécurité parce qu'une ligne n'a pas été respectée alors qu'il n'y avait pas d'alerte au moment où ça s'est déclenché.
Donc effectivement, il est nécessaire de le repenser complètement. À la fois en termes de responsabilité, d'encadrement de cette responsabilité, d'information, et la formation est nécessaire, notamment aujourd'hui sur le risque, puisqu'il y a malheureusement, vous devenez maire sans aucune étape préalable. Et parfois, certains découvrent l'ampleur, et surtout dans les petites communes. Et c'est là aussi où il y a un parallèle à faire, c'est qu'aujourd'hui, que vous soyez maire d'un village avec 10 habitants ou d'une métropole avec 200 000 habitants, la charge est la même, voire beaucoup plus lourde sur les petites communes, parce que vous devez tout faire. C'est pour ça que là aussi, vous voyez, quand on parle par exemple de supprimer, de rétablir le cumul des mandats, si on veut le limiter sur des petites villes, ce sont les maires des petites villes qui ont le plus de travail. Donc il est nécessaire de les accompagner, il est nécessaire aussi de travailler sur leur rémunération, parce que vous avez aujourd'hui un phénomène massif de démission d'élus, qui est aussi lié à ça. Et en temps de crise, vous mesurez aussi l'incapacité qui est la vôtre à répondre aux problématiques, ce qui est moralement très difficile. Et quand vous avez des décès sur votre commune, vous êtes forcément là aussi responsable, non pas que politiquement ou pénalement, vous êtes aussi responsable moralement. Et c'est pour ça que là aussi, le statut de l'élu appelle à une refonte très importante. Et je pense qu'aujourd'hui, des petites évolutions ne seront pas de nature à répondre aux attentes des élus de terrain qui sont dans une vraie souffrance, et nous on le voit, et notamment dans les petites communes et les petits villages où ils ne savent plus comment faire, ou quand ils mesurent quelle est l'ampleur du défi, ils songent tout simplement à quitter leur fonction. Je vais passer la parole à Hervé Gillet. Moi, j'ai une question en lien avec une mission que nous avons lancée sur l'intelligence artificielle. Et nous sommes allés récemment à Sceaux, d'ailleurs, voilà, voir des pratiques mises en place. Est-ce que l'intelligence artificielle, dans la manière de prévention, de gestion du risque, est source de valeur ajoutée si oui, comment? Voilà. Et puis, Hervé, je t'en prie, tu peux poser la question dans la foulée. On vous laissera répondre aux deux questions, si vous voulez bien. Mais dans la prolongation de l'intervention de la présidente, en fait, il y a aujourd'hui, en termes de préparation de documents, etc., tous les éléments qu'on a pu aborder en termes de temporalité, de lourdeur, etc., mais de nécessité aussi pour les territoires de s'organiser. Et donc là, à nous de regarder comment on peut retrouver des agilités, alléger aussi un certain nombre de cahiers des charges, tout en essayant d'être le plus exhaustif possible et sérieux possible, bien sûr, dans l'approche. Mais quand on regarde aussi les pratiques sur le terrain, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à côté de ça, un peu en temps masqué, qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un document homologué. Vous l'avez évoqué, ne serait-ce que déjà la confortation d'une approche intercommunale aujourd'hui sur la gestion du risque est un vrai sujet. Il faut le poser rapidement et il faut regarder comment on peut le développer. Les systèmes d'information et d'accompagnement sont aussi des vrais sujets. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un papy pour se dire qu'on peut mettre en place des systèmes communicants d'information qui permettent à la fois de rassurer, mais de disposer de l'information au bon moment. Et quand on y regarde un peu plus près, beaucoup de territoires ne sont pas prêts par rapport à ça. Et souvent, en plus, on a des initiatives qui sont un peu différenciées par rapport à la nature des modèles d'information qu'on mobilise. Peut-être quand même qu'on regarde pour qu'on ait on va dire qu'on ait des remontées d'expérience et qui nous permettent d'agréer des systèmes qui nous semblent les plus judicieux et surtout qui soient mis en cohérence sur l'ensemble des territoires. Monsieur le maire, vous évoquiez, Monsieur le Président, les bâtards d'eau. Les bâtards d'eau n'a pas forcément besoin d'un papy, objectivement. On peut très bien, là où on voit qu'il y a quand même des enjeux qui sont particuliers, effectivement disposer d'un accompagnement de diagnostics particuliers, mais qui permettent déjà d'équiper un certain nombre de maisons, d'ouvrages, etc., pour au moins commencer déjà à protéger à minima, sans pour cela qu'on ait mis en place un papy. Donc il y a un certain nombre d'actions qu'on peut en fait mobiliser sur le terrain sans rentrer nécessairement dans des programmes très lourds. Et bien souvent, on attend que les programmes soient vraiment mis en place avec la validation du plan d'action pour les décliner par ailleurs. Donc voilà, moi je vous confie un peu cette remarque. Il y a des moments, bon voilà, il faudrait aussi avoir une forme de cahier de préconisation des bonnes mesures déjà à mettre en place, sans qu'elles, ces dernières, attendent pour cela qu'il y ait forcément des agréments qui soient faits. Et puis je pense également qu'on a des vrais efforts à faire et de promotion à faire sur les nouvelles architectures sur des territoires inondables. Sincèrement.
Et ça va être un sujet important. Parce que dans certains endroits, on nous dit on refuse de construire, mais il y a des moments, on peut très bien construire sur pilotis. Parce que la gestion du fil de l'eau est aussi, au niveau du CEREMA, un enjeu majeur. La gestion du fil de l'eau n'est encore insuffisamment maîtrisée et connue et intégrée dans les documents d'urbanisme, à tous les niveaux. Et ça, c'est une stratégie majeure, la gestion du fil de l'eau. Et si on a une gestion du fil de l'eau aussi stratégique et prospective, on peut arriver quand même à atténuer à un moment donné l'impact des événements. Et ça, il faut qu'on progresse assez rapidement là-dessus pour les intégrer dans les documents d'urbanisme. Voilà quelques réflexions que je voulais relancer en souhaitant votre réponse. Merci, chers collègues. Donc, vous avez deux questions en attente de vos réponses. Alors, juste pour rebondir ce qui a été évoqué sur le statut de l'élu en 30 secondes, là aussi l'expérience que je suis en train de vivre, pas à titre personnel, mais au niveau de certains de mes collègues, effectivement il y a un vrai sujet. Ceux qui sont salariés, hein, pour l'un, c'est, je pense à un maire en particulier qui a été particulièrement inondé, c'est 20 jours d'autorisation d'absence sans rémunération. Une commune de 1000 habitants, donc en termes d'indemnité, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc là, enfin, on a des maires qui sont des moines, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est vraiment... ouais. Pour ce que évoquait le sénateur Gillet, je compte beaucoup sur le PIX, en fait, pour essayer de développer effectivement cette stratégie locale. On a un papy qui fait le boulot, hein, qui fait le job avec le SMAGEA. On est déjà dans une logique de l'après et avec un programme d'action qui est mis en œuvre. Mais effectivement, je pense que le PIX va aussi apporter beaucoup dans cette mutualisation des moyens. On va le développer avec l'agence d'urbanisme. C'est aussi important de parler de l'ingénierie, puisque l'interco que je représente, c'est 50 à 60 collaborateurs, donc c'est finalement assez peu. On a de l'ingénierie, mais pas en termes de temporalité et de moyens humains suffisants pour développer un PIX. On va le faire avec l'agence d'urbanisme. Je pense que le CEREMA pourrait être aussi un acteur et nous accompagner dans cette démarche, au travers de ce que vous avez évoqué, et cette expertise. Sur la question de la reconstruction, un vrai sujet aussi, mais là aussi il va falloir faire de la pédagogie, parce qu'aujourd'hui, expliquer à nos habitants qu'on va les construire même de façon résiliente, des bâtiments sur un terrain qui a été inondé, je pense que je peux sortir avec du goudron et des plumes. Donc, on en est là, hein. C'est-à-dire qu'on a effectivement des terrains qui sont constructibles, sur lesquels des projets existent, des permis de construire ont été signés, et on a aujourd'hui évidemment des associations qui se montent pour dire jamais ça, quoi. Même si on est prêt, on a envie de construire autrement, il y aura le sujet de l'économique également à intégrer, parce qu'effectivement, construire sur pilotis, c'est un peu plus coûteux qu'une construction traditionnelle. Donc, ça dépend évidemment de la pression foncière et de la capacité économique à construire. Mais je suis d'accord complètement avec vous sur cette façon de construire autrement. C'est sans doute l'une des solutions, mais sans doute avec beaucoup de pédagogie en amont. Pour rebondir effectivement aussi sur ces propos et les questions du sénateur, plusieurs choses. Premièrement, effectivement, aujourd'hui, mettre en place les dispositifs, notamment je pense aux bâtards d'eau et au financement des bâtards d'eau qui peuvent être à hauteur de 80%, est une chose qui peut être déployée tout de suite. Et c'est aujourd'hui c'est ce genre d'information qu'on essaie de faire passer à nos collègues. Avec une difficulté, c'est que on doit avancer l'argent avant d'être remboursé par l'État. Mais au moins, ça permet de garantir que le bien sera assuré en cas de crise. Parce que ce qui se profile aussi à terme, c'est que les biens ne seront plus assurés parce que l'assureur estimera que vous n'avez pas fait le minimum de précautions utiles. Ensuite, sur les plans intercommunaux de sauvegarde, effectivement, ils peuvent être extrêmement pertinents sur des ensembles constitués de petites communes avec une ville-centre et permettre de conforter plusieurs moyens. Il y a cependant 2 points. C'est que premièrement, et nous on le constate souvent sur le terrain, c'est que le plan intercommunal de sauvegarde laisse peut-être trop à penser aux élus qu'ils ne sont plus responsables et que c'est l'intercommunalité qui fera tout, ce qui n'est pas le cas. Parce que même en cas de PIX, c'est le maire qui reste le premier responsable de son plan communal de sauvegarde. Il n'est pas remplacé. Et ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il faut particulièrement insister. Et ensuite, il est aussi utile en termes d'options. Parce que quand vous avez des communautés qui sont constituées de villes moyennes ou grandes, il peut être contre-productif parce que les villes sont plus réactives quand elles ont les moyens d'intervenir seules. Et le PIX n'est peut-être là qu'un complément qui peut être logistique. Donc en fait, il faut qu'il reste, je pense, en termes d'options et de choix. Mais en insistant encore une fois sur le fait que le PIX ne remplace pas le PCS. Ensuite, et je reviens aussi sur un de vos propos préliminaires sur les financements. Aujourd'hui, il faut savoir que la taxe GEMAPI n'est plus du tout adaptée
aux dépenses que vont devoir affronter les collectivités pour une raison simple, c'est qu'elle a été imaginée à une époque où on transférait la compétence GEMAPI alors qu'il n'y avait pas les enjeux d'aujourd'hui et que depuis, les charges sont considérablement accrues. Et encore dernièrement, en application de la loi MAPAM, vous savez qu'au 24 janvier, l'État a transféré l'ensemble des digues de France aux collectivités. Or, il s'est avéré que dans la décennie qui vient de s'écouler, l'État n'a pas fait son travail, non seulement en termes d'audit et d'entretien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les collectivités se retrouvent avec des ouvrages dont certains territoires ne savent même pas où elles sont, et qu'on n'a aucune connaissance de l'état des structures. Ce qui va nécessiter là aussi un financement considérable, ne serait-ce que d'études. Et même si l'État vient abonder en partie, ce ne sera qu'en partie. Donc c'est aussi les collectivités qui devront assumer une charge supplémentaire, et également d'entretien. Et la taxe GEMAPI n'étant déjà pas suffisante avant ce transfert pour faire face aux transformations des territoires, dont certains sont particulièrement élevés, puisque vous avez en termes d'inondation, par exemple, vous allez avoir des scénarios comme dans les Alpes-Maritimes, vous avez des crues torrentielles, ou dans le Var, extrêmement dévastatrices, vous avez beaucoup d'eau qui arrive avec une très forte puissance, mais qui ne reste pas. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont des inondations très larges, mais l'eau reste. Et là aussi, les ouvrages à réaliser sont considérables si on veut essayer de réduire ce risque. Ou en termes de stations de pompage, pour vous donner une idée, sur les stations de pompage du Nord-Pas-de-Calais, le coût de consommation électrique a atteint 30% du budget annuel, parce qu'elles ont tourné jour et nuit. Donc là aussi, les taxes GEMAPI sont déjà totalement aspirées par l'existant. Donc il faut là aussi repenser un nouveau système, puisque celui-ci ne permettra pas de faire face. Et enfin, donc sur l'urbanisme, chose très importante, nous on se bat pour retrouver une liberté d'urbanisme. Parce qu'en fait, il faut savoir que le maire n'est plus du tout maître de son plan local d'urbanisme. Il subit là aussi des injonctions contradictoires. Et des réglementations telles que la loi SRU sont extrêmement pernicieuses parce qu'elles vous poussent. Et parfois même l'État à urbaniser sur des zones qui sont déjà identifiées comme inondables. Je vous donne l'exemple dans ma commune où l'État a fait réaliser des bâtiments de logements sociaux sur des zones qui étaient blanches le long d'une rivière. Aujourd'hui, le terrain est en zone rouge. Et des terrains qu'il avait fait racheter par le PF-PACA pour justement réaliser là aussi des grands ensembles ont été inondés juste avant que les permis ne soient délivrés par l'État. Et donc ces terrains aujourd'hui sont totalement inconstructibles, mais heureusement qu'ils n'ont pas été réalisés quand l'inondation est survenue. Et c'est pour ça qu'il faut redonner au maire la liberté d'aménager son territoire et de rendre des comptes. Parce que c'est ça le principe d'ailleurs de l'élection. Et c'est aussi pour ça que le rôle du préfet est important, de retrouver lui aussi un rôle et de ne pas se retrouver dans des situations comme on a pu le voir, ou comme je l'ai vécu personnellement, où vous avez le préfet et la DTM qui vous disent on ne vous soumet plus à la SRU, vous ne pouvez plus construire, et c'est Paris qui ordonne de remettre et d'augmenter les objectifs, en sachant que les services locaux de l'État sont contre. Et ça, aujourd'hui, c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas pris en compte. Quand on vous dit, par exemple, qu'il faut construire en hauteur, mais qu'à côté, vous avez un aéroport et donc des servitudes aériennes, vous ne pouvez pas le faire, c'est aussi balayé d'un revers de main. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, le droit français n'est plus du tout adapté à ce qui nous attend. C'est qu'on doit retrouver à la fois de la capacité d'agir, on doit retrouver de l'autonomie et de la décision au niveau local. Et ça, si on ne le fait pas, ben, on pourra rester sur des grands textes, mais qui ne seront jamais appliqués. Oui, si je peux. Alors, merci, monsieur. Oui. Je vais donner l'avis d'un établissement qui n'est pas un établissement de recherche en matière d'intelligence artificielle, mais qui potentiellement est un utilisateur effectivement de l'état de l'art en matière d'intelligence artificielle. Il faut savoir que le CEREMA héberge au moins une start-up d'État fonctionnelle actuellement. Donc on a des réflexes effectivement de développement informatique. Ce qui peut s'annoncer en utilisation de l'intelligence artificielle, il y a au moins deux points qu'on voit. C'est d'une part que l'IA permet d'attaquer de façon très performante et très rapide des bases de données accessibles. Et ça peut faire gagner un temps énorme dans les premiers éléments de diagnostic, parce que ça permet effectivement de matérialiser l'accès à des bases de données qui, quand on les traite avec des moyens plus classiques, peuvent être beaucoup plus longs et surtout réservés à des experts de la compréhension de ces données. Donc ça, c'est un élément qui peut être très important. L'autre élément qui peut paraître un petit peu plus terre à terre, mais qui est très important, c'est que vous pouvez choisir de faire, d'appliquer, je veux dire, le moteur de l'IA, le moteur de ChatGPT ou d'autres moteurs de ce genre-là, sur les sources que vous souhaitez. Et il commence à exister effectivement des programmes qui vous permettent d'accéder, par exemple, via le moteur ChatGPT, au seul rapport du GIEC. Pour ceux qui ont déjà essayé de lire les rapports du GIEC, c'est même ceux qui sont traduits en français, c'est-à-dire les résumés pour les décideurs,
c'est écrit dans un langage très accessible, mais l'ensemble est un petit peu aride. Le fait de pouvoir attaquer et lire ces rapports, non pas de façon linéaire, mais par des questions qui vous viennent à l'esprit, ça aide énormément à leur appropriation. Donc l'IA, dans l'état actuel de l'état de l'art, ça n'est peut-être que ça, mais c'est déjà beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de venir nous rencontrer, pour votre audition qui, je crois, était passionnante, confirme et consolide les convictions et les défenses de certains de nos collègues, et je pense à Hervé Gillet, mais aussi à Daniel Guéret. Merci vraiment, et soyez assurés que notre contribution, qui consiste à avoir ce regard qui n'est pas que législatif, mais qui consiste à prendre l'ensemble des choses, à faire que si tout n'est pas dans la loi, où la loi, elle est souvent faite de normes, il y a un esprit à préserver et comprendre pour que la loi elle soit bien au service de la finalité de l'exercice. Donc merci de nous l'avoir rappelé de manière aussi complète ce matin. Je propose que nous fassions une photo autour de vous. J'invite mes collègues à venir. Et pendant que nous prenons place, je vais poser une question à mes collègues. Venez, je vous en prie, on va se mettre debout, voilà. Mes chers collègues,